Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar ce lundi matin. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, va recevoir tout à l'heure les responsables des cultes, alors que il y a eu plusieurs rassemblements hier en France devant les églises pour réclamer l'autorisation des messes. Est-ce qu'on peut, selon vous, Guillaume, parler d'une sorte de bras de fer entre le gouvernement et l'Église ? Pour comprendre le problème, Bernard, on a d'un côté un gouvernement qui dit pour lutter contre le Covid, interdisons toute forme de rassemblement. Et de l'autre, les catholiques, qui sont encore la communauté religieuse numériquement la plus nombreuse en France, qui disent deux choses. Un, oui, c'est le devoir du gouvernement de fixer des règles sanitaires contraignantes, mais il n'a pas le droit d'interdire l'exercice proprement dit de la liberté de culte. Ils font remarquer que Jean Castex lui-même, lorsqu'il a été à Nice pour honorer les victimes de l'attentat à la basilique Notre-Dame, a rappelé le caractère essentiel de cette liberté de culte. Et deuxième chose qu'ils disent, ils s'étonnent d'un deux poids deux mesures qui permet de s'entasser dans le métro, mais pas d'être dans une église en respectant les règles de distanciation, ou d'aller chez Castorama, mais pas à la messe. Sur ce point, si vous voulez, l'argumentation est la même que celle qui réclame l'ouverture des librairies, par exemple. Alors, l'enjeu de la réunion de ce matin est de voir si une forme de compromis peut être trouvé entre la liberté de culte et le sérieux sanitaire. Entre gens de bonne foi, si l'on ose dire, ça devrait être possible. Et la présence de Jean Castex, qui n'était pas prévue initialement, en est peut-être le signe. Alors si vous commencez à faire des jeux de mots, là on s'en sort plus, Guillaume Tabar. Donc faire pression par des manifestations, est-ce que selon vous, Guillaume, c'est le meilleur moyen d'obtenir une quelconque concession du gouvernement ? Par définition, quand on réclame dans la rue le respect d'un droit fondamental c'est qu'on l'estime bafoué. D'ailleurs, le protocole sanitaire lui-même prévoit la possibilité de participer à des manifestations dès lors qu'elles sont déclarées en préfecture, ce qui était le cas. Ensuite, ces rassemblements tiennent plus de la présence priante que de la manifestation au sens où l'on entend habituellement. Vous savez, la majorité des catholiques n'est pas dans une démarche politique contre le pouvoir, mais dans l'affirmation de ce qui est pour eux un bien essentiel, là encore pour reprendre l'expression du gouvernement. Oui. Alors après, il y a l'humeur des jours. C'est vrai que chez les croyants, il y a ceux qui se résignent et ceux qui contestent. D'ailleurs, ça n'est pas toujours facile pour les évêques de faire l'unité entre toutes les sensibilités. Mais du côté de Gérald Darmanin, il y a eu aussi des propos que l'on peut trouver inutilement durs. Par exemple, lorsqu'il a annoncé des procès-verbaux contre ces rassemblements devant les églises. Il en est sans doute d'ailleurs conscient puisque hier, il a fait un tweet plus conciliant remerciant les catholiques pour leur effort. Et puis, n'oublions pas qu'on n'est pas ici sur le terrain des opinions de chacun, mais sur celui du droit et des principes constitutionnels. C'est le Conseil d'État qui a demandé au gouvernement de regarder avec les cultes comment conjuguer les principes dont nous parlions. Et Darmanin hier soir parlait d'évolution possible dans la pratique du culte compatible avec les conditions sanitaires. Dans les circonstances actuelles, le compromis est préférable au conflit. C'est vrai pour tout le monde, y compris le gouvernement. Merci beaucoup Guillaume Tabar du Figaro et son édito politique à 8h10 sur Radio Classique du lundi au vendredi et donc demain, mardi aussi. À demain Guillaume, sans faute. Il est 8h15 exactement, c'est l'heure de notre invité. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et cet invité s'appelle Éric Côme, il est chef du service d'épidémiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il vient de publier chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Urgence sanitaire. Monsieur Côme, bonjour. Bonjour. Vous êtes en studio avec nous sur cette antenne ce matin. Monsieur Côme, est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre Véran qui hier, et même ce matin encore, dit « Nous reprenons le contrôle de l'épidémie, au vu des derniers chiffres ». Vous le sentez comme ça, vous, à la Pitié ? Écoutez, je pense pas que je sois le mieux placé pour en parler de la Pitié-Salpêtrière, parce que l'Île-de-France n'a pas été impactée autant que d'autres régions françaises. Rhône-Alpes, notamment, oui. Voilà, et donc en fait l'épidémie actuellement, elle explose plutôt en Rhône-Alpes, justement, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, un peu dans les Hauts-de-France aussi, Lille. Enfin bon, voilà, Paris n'est pas la ville la plus exposée, et d'ailleurs ça se reflète dans nos services qui ne sont pas pleins.
Pour le moment, Île-de-France, c'est pas plein. Éric Côme, tout de même, est-ce que vous pourriez essayer d'élucider le mystère absolu que représente l'apparition d'endroits comme par exemple la Savoie. Le département de la Savoie, qui est pas particulièrement peuplé, pas particulièrement dense, se retrouve en rouge absolu sur le Covid-19 du jour au lendemain. Comment c'est possible une chose pareille? Alors écoutez, personnellement, je ne sais pas. Certains ont dit que c'était lié à la proximité de la Suisse, où l'épidémie est effectivement en train d'exploser. Mais je crois pas énormément, même s'il y a beaucoup de frontaliers, comme on dit là-bas. Oui. Donc c'est peut-être une possibilité, mais j'ai pas d'autres explications. Éric Côme, qu'est-ce que vous racontez dans Urgence sanitaire qui vient de sortir chez Robert Laffont? En fait, c'est votre carnet de route d'épidémiologiste depuis la mi-mars. Alors, pas vraiment, parce que le livre est divisé en 3 parties. Oui. C'est un livre historique, en fait. Donc la première partie, c'est plutôt l'histoire des épidémies, et notamment, c'est lié au fait que pour maîtriser cette épidémie de Covid, on a utilisé des méthodes qui datent du Moyen-Âge. Oui. Donc c'est pour expliquer un peu ces méthodes, l'isolement, la quarantaine, L'aération, la fuite. Enfin, tout ça, c'est hérité de l'histoire. Donc, pour bien comprendre ces méthodes qu'on a utilisées pour le Covid, je me réfère à l'histoire. Après, la deuxième partie, c'est l'histoire du virus et de la maladie. C'est plutôt scientifique, mais c'est vulgarisé, donc c'est très pédagogique. Et la troisième partie, là, effectivement, c'est plus c'est plus le temps du Covid, l'arrivée du Covid en France. Et notamment, je raconte comment il est arrivé, parce que les gens ne savent pas vraiment comment il est arrivé. Par exemple, pour l'Est, ils pensent tous qu'il est arrivé par Mulhouse. Ben non, il est arrivé par Colmar 3 mois plus tôt, quoi. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas du tout Mulhouse, c'est Colmar 3 mois plus tôt. Le virus était là dès novembre. Pour la région parisienne, c'est pareil. Je raconte comment il est arrivé dans l'Oise, probablement dès la fin octobre. Alors que le premier cas confirmé, c'est en décembre, certainement pas en février. Donc c'est très important de reprendre l'historique, parce qu'on voit d'abord qu'on a été confronté à beaucoup d'épidémies dans l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est pas la première et c'est certainement pas la dernière, et qu'il y a un savoir-faire qu'on acquiert, par exemple, qu'ont très bien acquis les Asiatiques, et c'est la raison pour laquelle ils ont si bien résisté à cette épidémie de Covid. Éric Côme, vous avez dit à un moment, il y a quelques semaines ou quelques mois, il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux pour arriver justement à une immunité collective. Vous pensez qu'on peut encore dire ça aujourd'hui, que c'est une méthode? Alors bien évidemment c'est une méthode, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais dit que puisqu'on laissait faire, puisque c'était quand même ça c'était pendant l'été. Oui, voilà, c'était le constat que je faisais depuis le mois de juin, en fait, depuis le déconfinement. Il faudra se rappeler qu'on a confiné, puis on a déconfiné aussi brutalement qu'on avait déconfiné, et donc on a laissé faire complètement, on a laissé les jeunes se contaminer. Donc moi j'ai pris acte de ça et j'ai dit puisqu'on les laisse faire, réfléchissons aux conséquences. Voilà. Mais là je constate que le gouvernement a apparemment compris le message, puisque j'ai vu que ils étaient intervenus en banlieue parisienne ce week-end. À Joinville. C'était démentiel ce qui s'est passé. Oui, mais c'était comme ça au mois de juillet, c'était comme ça au mois d'août, partout en France. Voilà. Donc ils ont laissé faire à l'époque. C'est pas moi qui ai laissé faire, et c'est pas moi qui ai encouragé à faire ça, contrairement à ce qu'a dit le ministre, qui a dû mal me lire, et certainement mal lire le chapitre du livre qui correspondait à cette histoire. Éric Côme, vous venez de dire que, en fait, il y a quelques régions de France où c'est très problématique et où les services hospitaliers sont complètement submergés. Dans d'autres régions, notamment l'Île-de-France, pour le moment, ça va. Or, moi, je lis les chiffres. On va passer aujourd'hui les 2 millions de cas. En France, parce qu'on dépiste beaucoup aussi, on est bien d'accord. Mais il y a une baisse du taux d'incidence. Il y a une sorte de plafond aussi en termes d'hospitalisation et d'entrée dans les services de réanimation. Donc tout ça, ça vous rend plutôt positif ou plutôt inquiet? Non, heureusement qu'avec toutes les restrictions qu'on impose aux Français en matière de liberté individuelle et collective. Restrictions indispensables tout de même, non, ou pas? Oui, évidemment que c'est indispensable, mais c'est indispensable parce que les services de santé sont saturés. C'est bien que les gens comprennent que c'est indispensable parce que les services de santé sont saturés, et dans les régions où les services de santé sont saturés, parce que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. La preuve, c'est qu'on est en train de transférer des malades de Rhône-Alpes dans l'Ouest, donc parce que l'Ouest est épargné. Donc toutes les régions ne sont pas impactées pareillement, et je pense qu'il aurait fallu peut-être être un peu plus régionaliste dans notre approche de l'épidémie, si ça avait été possible, évidemment. Bon, alors entendons-nous bien, Éric Côme. Le vaccin, c'est pour 2021. Le premier, ce sera Pfizer, arriveront tous les autres, etc., etc. Jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné,
on sera dedans. C'est-à-dire qu'après cette deuxième vague, il y aura la troisième. On va sortir du confinement. Sauf si on arrive à faire correctement la prévention, ce que pour l'instant on n'a pas réussi à faire correctement en France. Comment fait-on de la prévention? Tester, tracer, isoler, c'est le fameux tri. C'est ce que va faire l'Autriche. Oui, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce qu'ont fait les pays du Sud-Est asiatique qui sont si bien défendus contre cette épidémie, sans plier leur économie. Rappelons-le quand même le modèle qu'ils représentent. Ils font très bien le tester, tracer, isoler, en sachant que le mot-clé c'est isoler. Ils le font très très bien et ils n'ont pas de cas. Combien de cas à Taïwan? Quelques centaines. Même pas. Oui. Enfin, des morts en tout cas à Taïwan du Covid, 7. 7 morts. Non mais vous vous rendez compte? Nous on en est à 40 000, les États-Unis à plus de 200 000, eux ils en ont 7. Donc il faut qu'on réfléchisse pourquoi ils en ont 7, pourquoi nous on en a 40 000 et pourquoi les États-Unis en ont plus de 200 000. Et vous pensez que ce qu'ils ont fait à Taïwan, avec une population qui est quand même moindre que la nôtre, on peut très bien le faire nous aussi? C'est très peuplé Taïwan, par rapport à la densité urbaine est très importante. C'est pas la Nouvelle-Zélande, par exemple. La Nouvelle-Zélande y a réussi aussi. Alors ce sont des îles. Alors c'est des îles, c'est mais il n'y a pas que des îles qui ont réussi. Il y a d'autres. La Chine, par exemple, qui n'est pas une île, est en train de réussir aussi. Et pourtant, ils sont partis de très très loin, parce que c'est pas comme Taïwan. Ils n'ont pas eu que 7 morts. Ils en ont eu des milliers. Donc non, on peut tout à fait le faire, sauf que nous, on n'est pas capable de le faire. Et j'espère qu'on va le faire, parce que si on le fait pas, oui, évidemment, on aura une troisième vague et puis une quatrième. Attendez, on n'est pas capable de le faire, dites-vous, mais parce que pourquoi? Le dépistage, il est faisable. Après ça, pourquoi on le fait pas? Écoutez, c'est pas c'est pas vous qui êtes le ministre en charge. Voilà, c'est un peu ce que j'allais vous répondre. Effectivement, on le fait pas parce que principalement, on n'a pas les moyens humains de le faire. C'est-à-dire que la prévention, c'est très consommateur de personnel, d'hommes, et si on fait pas les embauches nécessaires, on peut pas y arriver, parce que pour tracer, vous savez, il faut tester dans la journée, globalement, et il faut tracer dans la journée, quasiment, d'apparition des symptômes, du premier jour des symptômes, si on veut faire le boulot très efficacement. Au-delà de 3 jours, c'est fini, ça sert plus à rien. Donc si vous faites pas ça dans les 3 jours après l'apparition des symptômes chez le cas index, vous allez pas assez vite. Donc nous, on n'est pas capable d'aller assez vite. Voilà, les Chinois, ils font ça en 24 heures. J'ai une dernière question, Éric Côme. Sachant que donc seul le vaccin nous sortira de ce cauchemar éveillé qu'on vit depuis maintenant presque 9 mois. Ou l'immunité collective. Enfin, parlons du vaccin puisque c'est plus à l'ordre du jour. De toute façon, c'est l'immunité, qu'elle soit naturelle ou collective. Voilà. Absolument. Sachant qu'il y a 15% d'opposants complets à tout vaccin en France, et on peut en rajouter 20% de plus d'opposants partiels. Même ça, on va pas y arriver. Tout le monde ne vaudra pas. Non, oui, je pense qu'on peut pas tout mettre sur le vaccin. C'est absolument impossible en termes de prévention. Je pense que ça serait une erreur stratégique parce que effectivement, si 50% de la population française se vaccine pas, on pourra pas atteindre une immunité collective suffisante pour pouvoir ralentir l'épidémie. Mais attendez, excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais j'ai vu un reportage sur France 2 il y a quelques jours disant que le masque que vous avez là, le bleu et blanc qu'on voit presque partout, il est en fait lavable et réutilisable. Oui. Vous confirmez? Écoutez, j'ai lu effectivement l'enquête. Alors qu'il est à usage unique, normalement. Oui, normalement il est à usage unique, mais vous avez vu que les autorités sanitaires ont dit qu'on en restait à l'usage unique pour le moment, en tout cas. En sachant que c'est très polluant, comme vous savez. C'est monstrueux, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire, exactement. Merci beaucoup. Éric Côme, chef du service d'épidémiologie de la Pitié-Salpêtrière. Je rappelle donc qu'il vient de publier chez Robert Laffont Urgence sanitaire. Alors moi, je l'ai parcouru ce livre ce week-end et je vous garantis que c'est totalement intéressant. La preuve avec Monsieur Côme à ce micro. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Une bonne semaine, Monsieur Côme. Merci. Bonne journée à vous. Il est 8h25. Dans 3 minutes, la note américaine de Laurence Haïm. Laurence qui vient tout ce week-end d'observer à travers sa fenêtre de Georgetown les soubresauts de la transition politique.